je crois qu'on va passer à la dernière communication avant la pause de Madame Briquel-Châtonnet, qui va conclure cette première partie par un retour aux sources, en quelque sorte. À vous, Madame. Merci. Je vous propose donc un saut temporel pour revenir en arrière sur ce qu'on décrit souvent comme les premiers déchiffrements. Maurice Pope, dans son ouvrage The Story of Decipherments from Hieroglyph to Linear B, paru à Londres en 1975, et je vous lis la traduction parce que je pense que mon accent anglais serait une catastrophe. Les déchiffrements sont de loin les accomplissements les plus prestigieux de l'érudition. Une écriture inconnue a quelque chose de magique, surtout lorsqu'elle provient d'un passé lointain, et une gloire correspondante s'attache forcément à la personne qui est la première à en résoudre le mystère. De plus, un déchiffrement n'est pas seulement un mystère résolu, c'est aussi la clé d'une connaissance plus approfondie, l'ouverture d'un coffre-fort historique dans lequel aucun esprit humain ne s'est égaré depuis d'innombrables siècles. Si nous commençons ces deux journées par l'étude du palmyrénien et du phénicien, donc on ne les commence pas, mais tant pis, par l'abbé Barthélemy, et si ces déchiffrements sont éminemment célèbres, ce n'est pas parce que le travail y fut plus ardu et le système particulièrement complexe. De fait, il s'agit d'alphabets de 22 signes, d'alphabets consonantiques dont l'inventaire des signes et le fonctionnement étaient exactement les mêmes que ceux de l'hébreu, bien connu. Il n'était donc pas besoin d'entrer dans un système de représentation différent, comme on l'a vu par exemple pour l'égyptien. Ce qui a frappé, et qui reste une étape majeure dans l'histoire, est que ce furent les premiers essais réussis, et que l'abbé Barthélemy a fait à cette occasion un vrai discours de la méthode. Son travail est l'aboutissement d'une entreprise déjà ancienne, qui parcourt l'âge classique et qui avait connu bien des échecs. Là où nous voyons un début, les premiers déchiffrements, c'est pour lui un accomplissement. Il s'agit en fait d'un tournant dans la pensée scientifique. La question du déchiffrement, tel que nous l'entendons aujourd'hui, concerne seulement des documents écrits, conservés dans une forme d'écriture qui n'est plus en usage, et en général dans une langue qui n'est plus parlée, au moins sous la forme dans laquelle elle est écrite. Mais si l'existence d'une forme plus récente peut représenter une clé importante du déchiffrement. Ce n'est donc pas à proprement parler un chiffre qu'il faut craquer, qui obéit à une logique donc de chiffres, transposition ou substitution, mais un système dans lequel il faut entrer. Le travail du déchiffrement, et ce mot est entré dans l'usage parce que justement on y a d'abord beaucoup travaillé dans un milieu où le chiffre était important, est le fruit de la rencontre d'une documentation et d'une méthode, ce qui est parfaitement exposé par l'abbé Barthélemy, et qui en fait on a retrouvé déjà dans les déchiffrements exposés. Alors plutôt que de reprendre l'histoire de l'un et de l'autre, puis de l'autre de ces déchiffrements, du palmyrénien et du phénicien, ce que moi, après bien d'autres, avons fait ailleurs, j'esquisserai une histoire parallèle des deux déchiffrements. En fait, on ne peut analyser son travail qu'à partir des deux mémoires qu'il a publiées, en 1754, puis en 1758, où il annonce et décrit comment il est arrivé à comprendre les écritures du palmyrénien et du phénicien. Ces mémoires sont courts, arrivent vite au résultat et ne nous font pas complètement suivre le cheminement de sa pensée, mais ils suivent l'un et l'autre la même trame narrative par laquelle l'abbé se donne à voir dans son travail. Dans un cas comme dans l'autre, on doit noter que l'abbé ne part pas de rien. De fait, à défaut d'être comprise, l'écriture était dans les deux cas identifiée. Celle de Palmyre, par exemple, d'abord parce que les inscriptions les plus anciennement connues, conservées à Rome, émanaient de militaires palmyréniens qui avaient fait des dédicaces loin de leur patrie.
puis ensuite elles ont été identifiées par leur lieu de trouvaille. Pour son deuxième déchiffrement, il avait comme témoin de l'écriture inconnue des légendes de monnaie sur lesquelles une autre inscription en grec montrait qu'elles émanaient de Tyr ou de Sidon, et l'inscription bilingue de Malte, où les dédicants s'affirmaient tyriens dans la version grecque souscrite. Dans les deux cas, il sait qu'il s'agit d'une écriture alphabétique et suppose qu'elle suit les principes des alphabets sémitiques. L'abbé Barthélemy résume d'abord ce que nous appellerions l'état de l'art, en relatant les résultats erronés auxquels ses prédécesseurs étaient arrivés. Ce faisant, il s'insère dans un courant qui, depuis le XVIe siècle, et plus encore le XVIIe, et dans un contexte donc d'usage développé du chiffrage par les chancelleries, s'attachait à déchiffrer les écritures inconnues. Le travail d'Athanas Kircher, de Thomas Fréret, comme de Warburton et bien d'autres, portait surtout sur les hiéroglyphes égyptiens, dont le système était supposé analogue à celui du chinois. Et donc, la recherche portait surtout sur l'écriture égyptienne. Et c'est bien dans ce cadre que se situe l'abbé Barthélemy, dont les résultats sont par lui-même considérés comme une étape sur la route du déchiffrement des hiéroglyphes, par la mise au point d'une méthode qui pourra ensuite être appliquée à ce grand projet. Sa première publication dans ce domaine, le recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines du comte de Caylus, dont on suppose que l'essentiel est de sa main, publié en 1752, porte sur une inscription égyptienne sur bandelette. Pour les écritures alphabétiques, c'était surtout l'écriture phénicienne qui avait retenu l'attention, parce qu'elle était, depuis Hérodote, réputée source de l'alphabet grec, donc latin, donc le nôtre. Sa proximité graphique avec l'alphabet samaritain, qui en descend directement, avait été reconnue dès 1550 par Guillaume Postel lors de son voyage en Terre Sainte. Dès cette époque, cet alphabet, donc samaritain, était compris et publié. Et tout le travail sur le phénicien pendant 2 siècles a consisté à tâcher de le lire en samaritain, que l'on appelait aussi phénicien, les titres, l'alphabet samaritain ou phénicien. L'abbé Barthélemy ne s'aventure donc pas en terrain vierge, et le récit de son déchiffrement fait état des travaux antérieurs. Dans les 2 mémoires, il cite des essais de déchiffrement erronés. Pour le palmyrénien, c'est la proposition de Samuel Petit dans une lettre à Péresque à propos d'une inscription bilingue gréco-palmyrénienne conservée à Rome, qu'il cite en latin, car, dit-il, il ne se sent pas le courage de la traduire en français. Et un bon latiniste que je connais n'a pas réussi à traduire entièrement le latin de Samuel Petit, d'ailleurs. Mais voilà, les extraits qu'on trouve de cette traduction. La vieillesse a tremblé, elle a vacillé sur la plante des pieds. Il fut lié lui-même, la maison se trouva en grand danger. Ton ombre est essentiellement miséricordieuse. Ce n'est pas sans un certain humour, teinté de mépris, que l'abbé Barthélemy souligne le contraste entre cette composition poétique et erratique et la réalité du texte, la dédicace d'un monument par un palmyrénien aux dieux Aglibol et Malakbel pour sa vie et celle de ses enfants, ce qui était d'ailleurs la teneur de la version grecque. Pour le phénicien, c'est parmi d'autres l'essai de traduction proposé par l'abbé Fourmont de l'inscription du Cippe de Malte qui est ainsi raillée. Elle parle de pêcheurs de corail, partis de Tyr, attaqués par des Lydiens, sur lesquels ils sont arrivés à prendre l'avantage avant d'avoir une pêche heureuse et de rentrer à Tyr. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la version grecque. La conclusion de Barthélemy est claire dans les 2 cas. L'erreur a été de fonder le raisonnement sur la forme des caractères. Il souligne que dans le cas du phénicien, la piste de l'alphabet samaritain a été une erreur, même si ce dernier descend bien de l'alphabet phénicien. Les formes ont trop évolué pour être utiles quand il s'agit d'un répertoire très simple. La solution n'est pas dans la comparaison avec des alphabets connus. Inversement,
il faut tenir compte de la version grecque des bilingues. La première exigence est de se fonder sur une documentation fiable, ce qui n'était pas facile à une époque où l'on reposait sur des dessins pas toujours très sûrs. Sur l'inscription de Rome, l'abbé souligne « Ce que je dois ajouter à l'égard de cette inscription, c'est qu'on l'a publiée plusieurs fois et que toutes les copies diffèrent entre elles. » Il en était allé de même pour les premières inscriptions copiées à Palmyre par des marchands en 1691. Le fait nouveau qui a permis le déchiffrement est la publication par James Dawkins et Robert Wood en 1753 de leur ouvrage « Les ruines de Palmyre, autrement dit Tedmor au désert », dans lequel se trouvaient des copies fiables de 13 inscriptions, dont 8 bilingues. Là, je vous donne une photo récente. Barthélemy part du principe que dans celle-ci, les deux versions ont le même contenu, notamment parce que quand les inscriptions grecques finissent par une date, on trouve des signes numériques équivalents à la fin du palmyrénien. Il tenait donc une base sûre. C'est avec le même souci d'une documentation fiable qu'il s'attaque un peu plus tard aux Phéniciens. Il était arrivé de Marseille à Paris en 1744, nanti d'une recommandation pour Claude Gros-de-Boze, garde du cabinet du roi et secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est auprès de lui qu'il avait commencé à travailler au classement et au catalogue des collections des médailles du roi, avant de lui succéder 10 ans plus tard. Le classement, l'accroissement et la publication de ces collections de monnaies, médailles et antiques du cabinet du roi, ancêtre de l'actuel cabinet du même nom à la Bibliothèque nationale de France, allait l'occuper jusqu'à sa mort le 30 avril 1795. Et il peut, d'une certaine manière, en être considéré comme le véritable fondateur. Il connaissait donc bien des monnaies tyriennes et sidoniennes, portant des légendes en phénicien, une documentation de première main sur laquelle il avait pu émettre des hypothèses. Mais il lui fallait un vrai texte. Une double inscription bilingue avait été signalée à Malte, sur 2 cippes identiques, dont nous avons vu qu'elle avait donné lieu à des interprétations fantaisistes, reposant sur des copies qui ne l'étaient pas moins. Je les cite à nouveau. « Il fallait de toute nécessité recourir aux inscriptions de Malte. Étant en Italie, je formais le projet de passer dans cette île pour m'assurer de la véritable leçon de ces monuments. Et je l'eusse exécuté sans un événement qui les rendait désormais inutile. Avant mon départ, j'avais prié M. le comte de Caylus d'écrire à Malte et d'obtenir, s'il était possible, la permission de faire mouler les inscriptions. Ces vues avaient été secondées avec autant de zèle que d'intelligence. Les moules étaient arrivés à Paris sans le moindre accident. Ils m'ont été remis à mon retour, et dès ce moment, je me suis soumis avec plus de plaisir aux recherches dont je vais rendre compte. » Notons que l'un des cippes a été offert à Malte aux inscriptions, a été offert à l'Académie des inscriptions et belles-lettres par le grand maître de l'ordre de Malte, en hommage au déchiffrement, et se trouve maintenant au Louvre. Une fois la documentation acquise, l'abbé peut alors passer au déchiffrement en se fondant sur une méthode bien définie. Partir de l'inscription grecque, supposer que les noms propres se retrouvent dans la version à étudier et que s'ils reviennent plusieurs fois, c'est sous la même forme. Se fonder sur le fonctionnement des alphabets sémitiques qui ne notent que les consonnes, s'écrivent de droite à gauche et dans lesquelles certaines lettres se ressemblent, comme le bet, le kaf, bet et le kaf, et d'un autre côté, le dalet et le rish. Pour le palmyrénien, il se fonde sur une inscription qui commence par les 2 noms propres en grec, « Septimion » ou « Oroden », que vous voyez en haut.
Le premier est en fait d'origine latine, le second de forme perse. Il pose l'hypothèse que les noms ont été simplement transcrits en palmyrénien. Alors là, je vous mets donc la première ligne en palmyrénien et la copie de l'abbé Barthélemy. Et il essaye d'appliquer les valeurs des lettres, les valeurs des consonnes aux premières lettres de la version palmyrénienne. Donc, partant de Septimios et de droite à gauche, il applique peu à peu voilà l'hypothèse qu'il fait pour les lettres. Le premier mot apporte déjà une confirmation, puisque la dernière lettre de ce mot, donc écrit de droite à gauche, est identique à la première. La forme est identique pour une lettre qui doit être identique. Dans le deuxième mot, worod, il avait déjà, le W était déjà connu par le premier mot. L'hypothèse d'une lecture worod était appuyée par le fait que le R et le D étaient identiques. Plus tard, en palmyrénien et surtout en syriaque, ils sont différenciés par un point sur le riche, mais pas à cette époque-là. 8 lettres sur 22 étaient ainsi identifiées. Dans le troisième mot, en supposant presque toutes les lettres étaient déjà connues, il pouvait retrouver le mot kratistos, qui était dans la version grecque, en supposant que la première lettre était un kof. Il en va de même pour le dernier mot. Voilà. Il en va de même pour le dernier mot. Si on admettait une transcription du mot épitropo, il fallait simplement reconnaître la lettre Aleph au début et à la fin. La première ligne de l'inscription permettait ainsi assez facilement la lecture de 10 lettres. L'identification de ces caractères lui a permis de reconnaître plus loin, dans les mêmes inscriptions, d'autres mots grecs transcrits qui, chaque fois, ajoutaient de nouveaux caractères à la liste de ceux qui étaient déchiffrés. L'hypothèse posée sur la langue, qu'il s'agissait d'une forme de syriaque, qu'il connaissait, et de fait c'est bien de l'araméen, lui permit de reconnaître le mot bar, fils de, dans l'énoncé de la filiation, où le verbe hakim, il a érigé. Les chevaux se dénouent ainsi, et il valide son déchiffrement sur une autre inscription. Très peu après la parution du volume de Dawkins et Wood, qui était paru donc en 1753, et c'est en février 1754 qu'il publie ce mémoire, et, dit-il, en 2 jours de travail, le déchiffrement était acquis. C'est ensuite qu'il s'attaqua aux Phéniciens. L'étude des monnaies lui avait déjà permis d'identifier les noms de 2 cités et de reconnaître au début des légendes la lettre L, li, qui marque la préposition à, pour, appartenant à. Donc, que ces légendes de cités identifiées par la version grecque signifiaient le Tsor, à Tyr, et le Tsidon, à Sidon. Le moulage des 2 bilingues de Malte, que ma collègue Hélène Lemot, avec qui je travaille donc sur le monument de Malte, n'a pas retrouvé malgré ses recherches, et donc vous avez ici des facsimilés, fournissait une base, cependant beaucoup moins transparente que pour la bilingue palmyrénienne. Le mémoire donne les résultats en s'attaquant moins sur la démarche que pour le palmyrénien, mais il est clair que là aussi, les noms propres ont joué un rôle. D'après le grec, le 2e dédicant portait le même nom que son père. Cela permettait d'identifier la séquence sans pour autant en donner la transcription. Une autre séquence de 6 lettres revenait 2 fois, et ce pouvait être le nom du frère aîné et le nom de son grand-père. Un petit mot de 2 lettres se situait entre les noms des membres des différentes générations, que l'abbé Barthélemy a supposé être le mot ben, fils de, comme en hébreu. Il arrive ainsi à une traduction presque juste de l'inscription,
dont je vous mets ici la transcription et la traduction exacte. Je reviendrai plus tard sur l'erreur qu'il a faite. On voit cependant que cette bilingue se prêtait beaucoup moins à ce travail. Les noms divins, comme humains, sont adaptés et non pas transcrits. Abdosir et Osir-Chamor sont appelés Dionysios et Sarapion dans le monde grec, ce qui était courant pour des Phéniciens. Le dieu de Tyr, Milcarte, est désigné sous son interprétation grecque Héraclès, connu depuis Hérodote, qui au 5e siècle relatait avoir visité à Tyr le temple de l'Héraclès syrien. La connaissance du nom Melkartos d'Eusèbe de Césarée a fourni la clé. L'ordre des éléments, vous le voyez dans la phrase, n'était pas le même. Divinité dédicataire en tête en phénicien, à la fin en grec, nom des dédicants en tête en grec, généalogie plus développée en phénicien, qui mentionne en outre le vœu, le souhait exaucé et l'appel à une bénédiction. L'auteur des déchiffrements souligne tout l'intérêt qu'il y a, pour mieux comprendre l'histoire de la pensée humaine, d'avoir accès à toutes les œuvres de l'esprit, donc aux textes anciens. Mais on doit bien constater que le contenu des textes ne l'intéressait guère. Il essaye son système sur les autres inscriptions palmyréniennes relevées par Dawkins et Wood, ou les inscriptions phéniciennes de Chypre, dessinées par Pocock, ce qui ne réussit guère, vu la piètre qualité des dessins. Mais il ne s'agit que de transcription. Dans un cas comme dans l'autre, son objet est atteint par l'établissement d'un tableau de lettres dans le cas du palmyrénien, avec équivalent hébreu, ou la transcription de l'inscription en caractère hébreu pour le phénicien. On note ainsi qu'il a confondu, et je vous le mets à droite, les lettres erronées dans les transcriptions sont entourées de rouge et marquées, et la bonne transcription est marquée à droite. Il a confondu le « hé » et le « shin » et transcrit tous les « hé » par « hé » tous les « shin » de l'inscription. En fait, le « hé » n'y figurait pas plus que le « gimel ». L'inscription ne témoignait que de 20 lettres sur 22. C'est peut-être pour cela qu'il ne donne pas de tableau. Barthélemy a reconnu son erreur sur le « hé » quelque temps après, mais c'est seulement avec Willem Gesenius, 80 ans plus tard, que toutes les lettres sont acquises et que la première étude de la langue est publiée. L'intérêt de Barthélemy ne portait pas sur cette dernière, sur la langue. Dès la fin de son mémoire sur les Phéniciens, il note « Je travaille moins sur la langue phénicienne que sur l'alphabet phénicien. C'est l'écriture qui l'intéresse, car elle peut être une étape sur la voie de l'égyptien. » S'il souligne l'intérêt d'avoir accès au texte phénicien, il ajoute « Au-delà de tous ces monuments que le temps peut multiplier à l'infini, nous entrevoyons un objet plus capable encore de ranimer le zèle de ceux qui s'appliquent à l'histoire des anciens peuples. C'est la ressemblance qui se trouve entre l'écriture phénicienne et celle des Égyptiens. » Et c'est dans ce but qu'il a mis au point une méthode dont tout déchiffreur peut se réclamer. Ne pas raisonner sur la forme des lettres. Se fonder, si possible, sur une inscription bilingue et tenir compte de l'autre version. Se procurer une documentation graphique fiable. Repérer des syntagmes connus, et notamment les noms propres. Et on sait qu'il a déjà affirmé que c'est les cartouches qui permettaient en égyptien de reconnaître les noms propres. Poser une hypothèse sur la langue et raisonner par analogie avec une langue proche. Et il admet, ce qui avait déjà été avancé avant lui, que le copte sera la clé de l'égyptien. En fait, il s'agit déjà d'une méthode structurale, et c'est là où il a été vraiment nouveau, c'est dans la méthode d'approche qu'il a donnée pour le déchiffrement des Écritures. Je vous remercie. Quelle pouvait être l'idée, d'abord merci beaucoup,
quelle pourrait être l'idée qu'avaient des penseurs, des intellectuels byzantins au 9e, 10e siècle de ces inscriptions qu'ils voyaient quand ils voyageaient dans l'Empire ou qu'ils se faisaient rapporter des copies? Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup qui étaient connus à cette époque-là. Alors, il y avait certainement l'opinion des Byzantins sur les inscriptions égyptiennes. Je dois avouer qu'honnêtement, je ne connais pas du tout. Pour les inscriptions dont je parle, Palmyre était au milieu du désert, avait été abandonnée à l'époque, a été occupée jusqu'au tout début de l'époque arabe, l'époque omeyyade, mais ensuite plus ou moins abandonnée. Je ne sais pas si on s'est posé, si on y allait beaucoup et si on se posait des questions sur l'écriture. Quant aux Phéniciens, de fait, il y avait un problème de documentation, c'est-à-dire que les grandes inscriptions ont été trouvées par des fouilles plus tard. Et c'est seulement donc effectivement à la fin du XVIIe siècle qui a été connue cette bilingue de Malte, qui a été le premier document un peu long faisant connaître le phénicien. Bon, donc je ne sais pas s'ils se sont tellement posés de questions, mais je dirais que là, pour le coup, la littérature byzantine sur la question ne m'est pas connue. Je vous pose cette question à cause d'un événement connu de la vie de Constantin le philosophe, dit aussi Saint Cyril. Il a fait 2 expéditions au nord du pont. Dans la première, il va donc discuter avec les Khazars. Et il loge chez un Samaritain qui lui apprend les lettres samaritaines. Ensuite, en rentrant à Constantinople, il déchiffre une inscription sur un vase d'or qu'il interprète comme une prophétie de Salomon. Donc, si on suit le récit, il a déchiffré une inscription paléo-hébraïque qui était un mystère jusque-là. Oui, je veux dire, c'est vrai que le Samaritain est un prolongement du paléo-hébraïque qui lui-même est un prolongement de l'alphabet ouest-sémitique commun dont participe le phénicien. Si vraiment c'est une inscription paléo-hébraïque, mais quand même d'époque un peu tardive, ça pouvait effectivement être assez proche du Samaritain. Mais c'est vrai que le Samaritain a semblé être la piste pour le Phénicien. Et une piste qui n'a mené à rien jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée, quoi. Même si, en gros, ce que montre bien l'abbé Barthélemy, c'est que certes, c'est le même alphabet, mais il a évolué de telle façon que quand ce sont des signes très simples, à force d'évoluer entre signes simples, on finit par avoir une forme qui est quelque chose qui représente une lettre à une époque et qui, 500 ans après, représente une autre lettre. Si vous prenez, pour ceux qui ont une petite idée, le rond, c'est un Aïn. Dans les alphabets phéniciens, si vous prenez de l'hébreu moderne, un rond, c'est un samek. Bon, voilà, donc on se trompe parce qu'il y a une évolution là-dedans. Maintenant, je ne connaissais pas cet épisode et je vous remercie. Merci beaucoup, Françoise Briquel-Châtonnet.